toutes et bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cet épisode, ce nouvel épisode du podcast La Troisième Voie. Aujourd'hui, on est parti à la rencontre d'Éric Combrouz qui a gentiment accepté de nous accueillir dans son épicerie bio et solidaire dans le 12e arrondissement de Paris. Son profil, il nous a vachement intéressés parce que Éric, il a eu un changement de parcours professionnel. Et ça, on va en discuter dans le podcast, mais il bossait en gros dans les industries lourdes et puis revirement, il a décidé d'ouvrir son épicerie. Voilà, pour échanger avec Manon, on va pas t'entendre parce que t'étais malade à ce moment-là, donc ne vous étonnez pas si vous n'entendez pas sa voix. Et voilà, on vous laisse avec nos échanges avec lui. Profitez bien, prenez un petit café, un petit thé, posez-vous tranquillement, faites la cuisine et partez à la rencontre d'Éric avec nous. Merveilleux. Bonjour Éric Combrouz. Manon et moi, on est deux étudiantes. On part à la rencontre de professionnels qui travaillent et qui essayent de tenir des engagements dans leur travail et de voir comment ils luttent entre les deux ou pas. Vous, votre profil nous a particulièrement intéressés. On va parler un peu de tout ça, de votre projet, parce que vous n'avez pas toujours fait ça. Enfin, présentez-vous d'abord. Qu'est-ce que vous faites ? Eric, j'ai 48 ans, 3 enfants, voilà. J'habite à Montreuil, en proche banlieue parisienne. Je suis natif du sud-ouest de la France, arrivé à Paris depuis un peu plus de 20 ans. Et ce qui m'a... j'ai débuté dans la vie professionnelle, j'allais dire comme tout le monde, mais presque, hein, donc en sortant de faculté, choisir un boulot qui corresponde aux études faites. Donc j'ai bossé dans l'industrie. Dans des grandes industries pendant plus de 20 ans. Et tu faisais quoi Alors j'ai travaillé, j'ai fait un passage, je suis dans les achats industriels, donc okay. À peu près toute, sauf mis à part les 9 premiers mois, mais sinon tout le reste c'est en achat industriel. J'ai bossé chez Essilor dans une division, donc Essilor c'est un fabricant de verre optique, dans une division qui travaillait pour les opticiens. Fabrique et qui conçoit et fabrique des équipements pour opticiens. Ensuite, j'ai travaillé pour Alstom Transport, les trains, les tramways. Voilà. J'ai bossé pendant un temps dans la partie service après-vente et pendant les dernières années en qualité fournisseur. Et ensuite, toujours chez Alstom dans l'énergie. Donc toute la partie turbine et production d'énergie qui a été rachetée par General Electric en 2016. Et j'ai terminé ma dernière expérience industrielle chez FIV. Donc FIV, c'est un groupe français. J'étais dans une division qui conçoit et installe des équipements pour la sidérurgie, donc des grands fours. Des fours. Ouais. Et quand on dit des grands fours, c'est des très 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 grands fours. Et c'est bon, j'ai la prise de conscience écologique, elle est là depuis presque 20 ans en fait. C'est quand j'ai eu ma première fille que on a commencé à, comme tout le monde, à acheter un peu de bio, à s'intéresser de fil en aiguille à tirer la bobine de fil et à se dire on mange bio, mais c'est quoi l'étape d'après, c'est quoi l'impact, à lire, à se documenter et à se rendre compte que c'est bien beau de manger bio mais ça fait pas tout et il y a plein d'autres choses à faire. Donc l'engagement et la prise de conscience était là, il n'y avait pas d'engagement encore. L'engagement il a commencé à venir dans les années 2020 et surtout c'est une espèce d'inadéquation d'incohérence entre le fond de ma pensée et les métiers que j'exerçais. Et j'ai juste une question, est-ce que quand tu travaillais dans l'industrie lourde et tout ça, est-ce que tu as essayé de changer des choses de l'intérieur ? Quand j'étais chez Alstom, non. Quand j'étais chez Alstom Transport, Alstom Power, non. Alors pour deux raisons, c'est que j'avais pas... alors ça reste des industries lourdes, hein. Après, c'est des industries qui, donc pour l'une dans le transport ferroviaire, pour l'autre dans la production d'électricité, très peu carbonées en fait, hein, parce que c'était le nucléaire, c'est controversé, mais pour l'instant on n'a pas trouvé mieux quoi. Et les turbines hydrauliques. J'avais pas forcément mauvaise conscience. Voilà.
C'est donc changer les choses de l'intérieur, non. Après, c'était effectivement, quand j'étais en qualité fournisseur, essayer de travailler un peu mieux, essayer d'avoir des approches durables avec les fournisseurs, mais la cause environnementale, on va dire, était un petit peu lointaine. C'est quand je suis passé dans la sidérurgie que là, je me suis trouvé confronté à une industrie qui est une industrie sale. Alors, c'est pas... Je crache pas dessus, hein, parce que on est tous bien contents d'avoir des bagnoles qui tournent, d'avoir une machine à laver à la maison, parce que sidérurgie, c'est ça aussi, hein, c'est de la tôle pour les machines à laver, d'avoir des couverts, c'est tout bête, hein, mais ils sont en acier. Donc, il faut de la sidérurgie, il en faut. Mais au-delà de l'industrie elle-même, c'était une mentalité, une manière de faire, et qui m'a choqué profondément. C'est-à-dire qu'on était face à des gens qui n'avaient pas peur de dire « Ah ben j'espère que Trump sera réélu, parce que quand même c'est bon pour le business ». Quand on entend ça une fois, on se dit « Oups », voilà. Et puis quand on est confronté après à la réalité des choses. Là, j'ai essayé de changer un peu les choses, de faire des sourcings un peu plus, on va dire, propres, et en fait confronté systématiquement à la problématique économique. Et donc, c'est moins cher de faire en Inde, ou alors tout le monde fait en Inde, donc il faut faire en Inde. Et puis rien à foutre du bilan carbone et rien à foutre des conditions de travail. Oui, c'est ça. Voilà, c'est l'argument. Il y avait l'affichage, RSE, hein, et après il y avait la réalité économique. Et j'en veux même pas aux gens avec qui j'ai travaillé, parce que de toute façon c'était ça, où on perdait les marchés, on disparaissait. Donc voilà, j'étais dans un système, je me disais à un moment donné, tu peux pas continuer à vivre de ce système-là et à penser le contraire. Donc la dissonance était trop forte. C'est ça, la dissonance cognitive était un peu forte. En parallèle, j'avais rencontré donc Guillaume Doux, qui est l'exploitant de la ferme de Mareil, qui est éleveur de bovins, qui j'ai acheté de la viande, tout bêtement, en Loire-Atlantique, et qui est devenu mon pote. Lui avait un projet d'ouverture d'une épicerie. Il n'a pas fait, il n'a pas pu le mener à bout pour des raisons personnelles. Voilà. Et mon idée première était de dire, tiens, je t'aide, je te mets des billes dans le truc, et je viendrai t'aider le week-end, etc., etc. Et comme il ne le faisait pas, j'ai dit, je prends et je fais. Okay. C'est parti comme ça. Okay. C'est parti comme ça. Il y a eu un an de réflexion, mise en place, construction de tous les plans, de tous les prévisionnels, etc. Et après, donc on s'est lancé en novembre 2021, l'ouverture de l'épicerie. 4 ans. 4 ans, 4 ans, ça a fait 4 ans là, il y a peu de temps. 2 années très compliquées, 2 années super compliquées, et puis une 3e année encore très encourageante, et une 4e année qui fait plaisir, quoi. Voilà, Est-ce que tu as eu des doutes, hein, est-ce que tu as eu envie d'arrêter justement à cause de la difficulté? Ah mais oui. On va dire 3 mois après l'ouverture, quoi. 3 mois après l'ouverture, enfin j'ai ouvert en novembre, donc au début de l'hiver, dans un quartier qui n'est pas un quartier hyper passant. C'était une sorte de pari, un petit peu un pari sur la suite. En post-Covid, post-2e confinement, là, avec la guerre en Ukraine qui pète 2 mois après, l'inflation, machin, très honnêtement, c'est pas une fois que j'ai pensé à arrêter, c'est tous les mois je pensais à arrêter. Je veux dire, le découragement a été là, la rage, se dire mais putain, mais t'es vraiment con, pourquoi t'as fait ça? Parce que bon, quand même 3 gosses derrière et mon épouse qui portait tout ça sur le dos gentiment. C'est un projet de famille, hein, c'est pas mon projet à moi, je veux dire, ça a été un projet de famille et une réflexion familiale. Oui, j'imagine. D'ailleurs, ma femme a des parts dans la boîte. Non, mais c'est chouette de voir en tout cas que l'épicerie marche plus maintenant. Et j'ai une autre question aussi. Quelle est l'importance du collectif dans ce travail et justement dans l'engagement? C'est primordial, et sans le collectif, en fait, je pense que sans la SCOP, j'aurais fermé d'ailleurs. Soyons clairs, sans la SCOP, j'aurais pas pu développer l'épicerie telle qu'elle est aujourd'hui. Moi, l'idée de départ, c'était faire du circuit court. Voilà, c'était du circuit court pour valoriser le boulot des producteurs. Que les clients retrouvent chaque année les produits du même producteur, et qu'ils me demandent les tomates de Vitric et les choux-fleurs de Pogam, quoi. Voilà,
c'est très cher de faire ça. C'est très très cher en frais logistiques, en coûts logistiques. Il faut du volume. Le volume seul, quand on ouvre une épicerie comme ça, on l'a pas du tout. Pas du tout. Je l'ai découvert, je m'étais fait quelques plans sur la comète, mais en fait, on est vite rattrapé par la réalité. Et donc les choix qui s'offraient à moi, c'était soit persister et perdre du fric, soit repasser sur un approvisionnement standard, aller à Rungis, ou se faire livrer depuis les distributeurs de Rungis qui sont pas non plus, qui bossent bien aussi, mais c'était pas ça l'idée. Et je suis tombé sur le comptoir dionysien, donc il venait d'être créé, je crois qu'il a été créé le comptoir dionysien quasiment en même temps que l'épicerie, quoi. Quelques mois après, c'était ça. Et c'est quoi alors le comptoir de Dionysien ? Le comptoir dionysien, donc c'est une coopérative, c'est une société logistique, hein, donc c'est qui est sous forme de SCOP, donc de société coopérative, et qui fait du transport et de la manutention. Voilà. C'est l'objet de la société et de l'achat de marchandises. Okay. Tout le monde passe sa commande au même producteur, mais par l'intermédiaire du comptoir. Donc ça permet à chaque épicerie d'être livré quotidiennement, voire 2 fois par jour, en produits frais. Direct producteur, parce que pour le coup on n'a pas d'intermédiaire. Le comptoir n'est pas un intermédiaire commercial. Ouais. C'est local au sens où tout ce qui pousse en France est acheté en France. On ne va pas plus loin que l'Espagne ou la Sicile. Voilà, donc, ouais, c'est vachement sympa parce qu'en fait vous avez un mode d'organisation assez horizontal, donc il y a c'est vraiment très horizontal. Un apport en fait. C'est très horizontal. On a sa pierre à l'édifice, quoi. Oui, tout à fait. Et donc on se voit régulièrement. Voilà, il y a de la dynamique, il y a de l'entraide. J'ai vautré ma commande, j'ai pas commandé tel produit, il n'y en a pas un qui a du rab, si, bon, ok, comme les camions font la tournée, les cagettes elles circulent. Dans l'autre sens, je me suis planté, je suis bête, j'ai au lieu de taper deux cagettes de ceci, j'ai tapé 20, j'en ai plein partout, comment on fait, allez, vas-y, envoie, on cède. Donc il y a un esprit de solidarité qui est réel. Il y a aussi, ça permet tout simplement, on a un Slack, on échange toute la journée, de ne pas se sentir seul parce que... Ouais. Mine de rien, c'est un travail très solitaire. C'est un travail solitaire. Après, moi j'ai une épicerie où je suis resté seul pendant 3 ans, donc oui, c'est relativement solitaire. Ouais. Donc heureusement qu'il y avait ça. On était 2-3 dans ce cas-là. Après, beaucoup d'épiceries où ils ont jusqu'à 7-8 salariés, pas tous en même temps bien sûr, mais ouais. Moi, je suis la plus petite épicerie. Je crois qu'actuellement, non, je suis pas la plus petite. Il y en a une plus petite que moi qui a été rentrée il n'y a pas longtemps. Mais je suis une des plus petites du comptoir. Mais c'est un choix. Hein. Je ne voulais pas faire un gros truc. Et est-ce que maintenant que tu as ouvert cette épicerie, tu fais face à de nouvelles dissonances, par exemple oui, tout le temps. Une impuissance ou le fait que tes clients soient des personnes privilégiées donc, Il y a plein de trucs. Alors, le fait, on va commencer par la clientèle. Moi, je suis dans le 12e de Paris. Je suis pas dans le quartier le plus bobo de Paris. C'est en train de changer, je le vois. Je vois la clientèle qui évolue un petit peu au fil des années. Mais sinon, de base, c'est une clientèle qui est assez familiale. Beaucoup de retraités. Beaucoup de retraités. Donc, pas des gens qui ont forcément des moyens énormes sur les moyens d'habiter dans Paris. Mais je prends le cas des retraités. Ils sont propriétaires de leur appartement. Donc, certes, ils vivent dans des apparts qui valent 1 million, mais c'est pas leur revenu. Hein. Ouais. Je ne connais pas leur retraite, mais quand je vois les courses qu'ils font, quand je vois comment ils font attention, je sais qu'ils ne sont pas millionnaires. Ouais. Voilà. Et après, les familles, oui, il y a des familles mais qui habitent dans Paris, certes. J'ai discuté une fois avec un gars, il a 3 gamins, ils habitent dans un 3 pièces de 75 mètres carrés, donc voilà, les 3 gamins dans la même chambre. Donc on n'est pas sur des... Il y a tout. Il y a tout. J'ai des gens qui viennent, ils achètent, ils font pas attention, ils prennent de tout, et il m'en faut des gens comme ça. Ouais. Il y a des gens qui font attention, qui vont prendre les légumes, la viande, des choses bien ciblées, qui vont pas faire d'extra. Il m'en faut aussi des gens comme ça, parce qu'ils font l'effort de venir là, il y a un vrai engagement de leur part. Mais j'arrête d'avoir des scrupules là-dessus. C'est-à-dire que moi, je fais en sorte, sur mes tarifs, que j'arrive à capter, même si les prix sont un peu plus élevés que ce qu'on peut trouver dans la grande distrie bio, hein. Sur les fruits et légumes, j'essaie de capter des gens qui vont être en recherche de proximité et de qualité. Voilà. Donc ça, si j'abuse pas sur les prix, je sais que j'arrive à les capter, à les garder. Celui qui rentre 1 fois, 2 fois, et après c'est bon, il regarde. Qu'ils aient des gros moyens ou pas des gros moyens. Ceux qui ont des gros moyens, ils sont les bienvenus. Voilà, j'ai une gamme de produits aussi qui me permet
qui trouvent les petits trucs qui vont, qui vont dire « Ah, c'est chouette, ça, tiens, je prends, et puis je suis content de le trouver, c'est ma petite folie. » Et puis si j'ai pas ces clients-là, de toute façon, je n'existe pas. Ouais, faut être, j'ai besoin d'un mix des deux, il faut être réaliste là-dessus. Après, sur les produits eux-mêmes, la vraie dissonance, elle a pu être là-dessus. C'est sur les produits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je continue à faire. Déjà, je ne suis pas en bio à 100%, elle est certifiée à l'épicerie en AB. Fruits et légumes, c'est que du bio. La viande fraîche, c'est que du bio. Les vins, c'est que du bio de la conversion. Ouais. Je me fixe j'ai quelques attaches où je dis ça, je bouge pas. Après, en épicerie, en fromage, je fais pas que du bio parce que les tarifs sont exorbitants et là, ça serait excluant vraiment si je faisais que du bio. En charcuterie sèche, pareil. J'essaye de virer là aujourd'hui. Je suis dans une démarche de virer tout ce qui contient des sels nitrités. Il me reste encore 2 produits pour lesquels j'ai pas encore trouvé l'équivalent, soit qualitatif, soit en termes de prix, qui me permettent de faire la substitution. Tout le reste, j'ai dégagé tout ce qui était à sel nitrité, passé en bio ou en pas bio, mais sans sel nitrité, donc on va dire en vraiment artisanal. Et après, en épicerie, voilà, j'ai encore des produits, j'ai quelques produits qui ne sont pas bio. La grosse dissonance du moment, les 2 grosses dissonances du moment, c'est saumon fumé, foie gras. Ouais. Saumon fumé, j'ai fait plein d'essais pour remplacer avec d'autres poissons. Je continue, je persiste. Et bien en fait, les ventes ne laissent pas. Les ventes ne laissent pas. Je passe par une petite fumaison. C'est une pisciculture qui fait beaucoup de truites fumées. D'ailleurs, je suis en rupture. Ils font de la truite fumée de leur production à eux. Donc c'est une pisciculture en eau vive. Ils nourrissent exclusivement aux insectes. C'est franchement plutôt propre, quoi. Ouais. Et à côté de ça, pour amortir leur outil, ils achètent du saumon d'élevage en Écosse. Ils font gaffe au sourcing. Je peux pas faire autrement que leur faire confiance là-dessus. Ouais. J'ai pas les moyens de faire mieux que leur faire confiance. Et ils fument chez eux et c'est bon. Et les clients raffolent. Et j'essaye de proposer autre chose, du poisson, du mulet fumé, mais non, c'est ça. Les gens ils sont contents d'en trouver, mais franchement, je vends 10 saumons pour 10 plaques de saumon pour un morceau de mulet fumé. Donc, mais tu fais des recommandations ou est-ce que en fait, j'en discute avec les clients. Ouais. J'en discute avec les clients. Quand je vois qu'un client pose une question, je rentre dans la discussion et j'essaie d'apporter des arguments vraiment techniques. Okay. Je rentre pas dans le débat philosophique, mais technique. Voilà. Okay. Et est-ce que là, on parle beaucoup de ton travail. Est-ce que tu milites à côté ou est-ce que Non, je suis pas militant à côté. Alors, une petite activité sur LinkedIn, mais un peu moins maintenant. Mais oui, une petite activité sur LinkedIn. Mais après, je me considère pas comme un militant, quoi. Ouais. Loin de là. Après, je peux être un peu casse-pied. Je peux être un peu dogmatique, donneur de leçons avec les copains, les amis, la famille. Quand s'il y a un truc qui réveille qui aiguise ma combativité, on va dire. Pour diffuser autour de soi. Les fêtes de Noël sont souvent propices à ça. Ouais. Donc oui, j'argumente, quoi. Ouais. J'argumente. Il n'y a rien de moi, ce qui me sort par les yeux, c'est les amis, la famille qui il faut faire attention quand même parce que le réchauffement climatique ça va pas bien on est l'été prochain on part en Thaïlande parce que on a déjà fait le Cambodge l'année dernière et ta gueule, quoi. On a envie de leur dire mais non, voilà, c'est stop. À un moment donné, c'est stop. Tu t'écoutes, tu regardes ta petite vie d'Européen privilégié, tu prends l'avion 1 à 2 fois par an sur un long courrier, tu trouves que les Chinois et les Indiens ils font trop de CO2, quoi. À un moment donné, voilà. Oui, il y a un souci d'incohérence. Les Indiens et les Chinois ils produisent du CO2 pour toi, voilà, pour l'acier de ta bagnole, pour le tissu des baskets, et donc je pense que de temps en temps il faut remettre les choses, ramener les gens face à leurs grosses incohérences. Pas pour qu'ils arrêtent, mais pour qu'ils aient conscience du truc. C'est le premier pas avant d'arrêter. Ouais. C'est avoir conscience de la bêtise dans laquelle ils sont partis. Et justement, pour avoir cette conscience, est-ce que tu recommandes des ouvrages ou des vidéos, des sources qui toi, t'ont inspiré ou t'ont sensibilisé à l'écologie ? Alors moi, il y a un bouquin,
je l'ai plus ici, parce que je l'ai prêté. Je prête des livres. Tiens, je vais suivre ça, parce que sinon ça va pas marcher. Je sais pas si je l'ai ici. Non, je l'ai plus ici, je l'ai prêté, on me l'a pas rendu. Il y a un livre qui s'appelle L'avenir des simples. Et c'est un livre qui, au bout de... Alors des simples avec le Y, hein, donc les simples, les herbes. Oui. Et en fait, c'est un brûlot, mais vraiment un brûlot, qui met l'humain face à l'incohérence de la consommation de viande. Voilà, la bêtise qu'est le fait d'élever des bêtes pour les tuer et les manger. Ouais. Ça m'a pas rendu végétarien, ça m'a fait baisser ma consommation. On avait commencé à baisser bien avant ça, mais ça m'a encouragé dans cette optique-là. Ça a fini de me convaincre du fait que la viande elle est soit bio, soit elle n'est pas. Parce que les bêtes elles sont mises à mort certes, mais au moins elles ont vécu un peu correctement avant, quoi. Ouais. Et encore bio, c'est pareil, hein, le bio ne fait pas tout. Puis il y a tous les problèmes aussi liés à l'abattage. L'abattage, mais surtout, j'allais dire justement les questions écologiques sur l'élevage, la consommation d'eau. Oui, tout à fait. Alors, le bilan carbone et tout ça. Il y a le bilan carbone, la consommation d'eau. La consommation d'eau sur le bœuf, il faut quand même faire gaffe. Parce qu'il y a énormément Là, il y a eu des raccourcis, de gros raccourcis de fait. Parce qu'en fait, on a inclus dans la consommation d'eau l'eau qui tombe sur les prairies, l'eau de pluie qui tombe sur les prairies. Okay. Donc là, dans le calcul, c'est très biaisé en fait. Ouais. J'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, là-dessus, il faut faire attention parce que l'eau elle tombe. À un moment donné, la vache elle broute. Non, moi c'est vraiment là où ce à quoi je m'attache, c'est la nourriture des animaux. Donc, je reviens sur le livre, L'avenir des simples, donc je le conseille à tout le monde, mais vraiment à tout le monde, parce qu'il est, celui-là, il est formidable. C'est une mise en abîme. C'est une mise en abîme en 2 chapitres. En 2 chapitres, vous ne pouvez plus considérer la consommation de viande de la même manière. Ouais. C'est plus possible. Même si vous êtes un carnivore. Ou alors vous êtes complètement con. C'est possible aussi, ça peut arriver. Donc ça pour moi, c'est un livre vraiment qui est fondateur. Et les autres ouvrages, c'est les ouvrages de Daniel Quinn. J'en ai un là. Qui est la série... Ouais, c'est Professeur cherche élève ayant désir de sauver le monde. Donc Daniel Quinn, il a fait 2 ouvrages sur la même thématique. Enfin, c'est les mêmes personnages. C'est un gorille en fait. Le personnage principal, c'est un gorille savant qui sait parler, qui raconte sa vie, qui donne des leçons dans un des livres à une petite fille, dans un autre livre à un adulte. Et en fait, là, c'est autre chose. Là, c'est sur la domination. C'est une prise de conscience sur la domination du monde par l'homme blanc, par l'Europe, par l'Européen, et l'asservissement du monde par l'Européen. Et c'est, en fait, c'est indiscutable. C'est tout à fait indiscutable. Une fois qu'on lit le livre, on dit oui, c'est indiscutable. Voilà. Et c'est l'asservissement du monde du vivant et du monde, de tout, hein, de l'environnement. Donc ça, c'est formidable. Ils sont compliqués à trouver parce qu'ils sont plus. Il n'y a pas eu d'édition récente. On les trouve qu'en 2e main et c'est un peu chaud. On va chercher d'occasion. Je crois il y a un qui a été réédité. Je crois, je sais plus lequel est. Donc voilà, deux bouquins un peu fondateurs. Il y a un livre qu'il faut lire absolument aussi. Là, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est la BD de Django là. Ah oui, un monde sans fin. Le monde sans fin. Il faut la lire. Après, on n'aime pas Jean Covici. Ça, il a l'avantage de prendre parti et de prendre des positions fermes et affirmées. Mais sa BD, encore une fois, je suis désolé, moi je suis scientifique à la base, sa BD c'est de la donnée scientifique, point barre, quoi. Ouais. Et c'est tout. Et quand on la lit, on ne peut pas continuer. Celui qui lit la BD et qui derrière dit non, si, la croissance infinie c'est possible, parce que non, en fait non. Ouais. Voilà, quelqu'un qui est scientifique ne peut pas croire à la croissance verte. Voilà, qui est scientifique et qui n'est pas dans le déni. Donc voilà, ça c'est les 3 bouquins. Les 3 bouquins, je pense qu'il faut avoir lu parce que c'est de la bonne prise de conscience. Ouais. Merci beaucoup, c'est des chouettes recommandations.
Et dernière question, juste pour conclure, comme Manon et moi, on est 2 étudiantes là en fin de parcours universitaire, on va bientôt rentrer dans la vie active normalement. Et justement, nous, ça nous tient à cœur de ne pas faire des métiers trop dissonants. Quels conseils tu pourrais donner à des gens comme nous, à des jeunes qui veulent, qui débutent dans la vie active et qui n'ont pas forcément de quoi ouvrir une épicerie bio Alors, question un peu difficile, il n'y a pas de réponse, mais c'est c'est une question d'ouverture. question difficile. Je pense de toute façon, moi, j'ai une fille qui a 18 ans, qui démarre ses études universitaires. Je lui donnerai pas de leçons. Voilà, elle a une éducation, elle a conscience de choses, elle a d'autres choses dont elle n'a pas conscience. Je dis pas qu'on lui fait jamais la morale ou quoi que ce soit. Elle est plutôt dans la même ligne que nous, de toute façon, donc il n'y a pas besoin de lui faire trop la morale. Mais c'est pas moi qui vais lui dire non, bosse pas là, non, va pas là, non, fais pas ça, non, fais pas ce voyage. À un moment donné, je peux pas, moi, en ayant vécu la vie que j'ai vécue, parce que j'ai bon dos là, de faire l'écolo, là, mais, j'ai vécu dans ma valise pendant 8 ans au boulot. J'ai un passeport qui était épais comme ça. Faut qu'elle bosse. Donc moi, ce que je dis aux gamins, trouvez le boulot qui vous va. Ne reniez jamais vos engagements. Voilà. Même si le boulot que vous faites, il ne va pas pile poil dans le bon sens, gardez-le en tête. Et surtout, le plus important, c'est vos engagements. Et puis le jour où vous avez l'opportunité de faire mieux, faites mieux. Voilà. Mais il ne faut pas se mettre de la pression. Je veux dire, il faut avoir conscience des choses, il faut rester droit dans ses bottes. Mais il ne faut pas s'empêcher de prendre un job qui nous fait plaisir par ailleurs. Oui, et puis il y a des choses aussi qu'on ne peut pas bouger individuellement, qui passent aussi par des structures qui ont plus de pouvoir. Donc c'est des questions qui traversent notre génération. Oui, aussi. Il y a personne qui va seul sauver le monde. Hein. Moi, encore une fois, moi je ne sauve pas le monde. Je nourris quelques personnes dans le quartier et je participe à faire vivre quelques producteurs. Voilà, et mon rôle s'arrête là. Il s'arrête là. Je fais du mieux possible, mais je ne fais pas mieux que ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, voilà, il ne faut pas que chacun se sente coupable de la chose. Il faut qu'on se sente acteur, mais pas coupable. Parce que déjà votre génération, vous ne l'êtes pas. Rien, j'ai envie de dire. Et puis, est-ce qu'il y a une génération qui a été coupable ? Même la génération de mes parents, les fameux boomers, finalement, il y a une partie qui a bien profité, qui continue de bien profiter, mais parce qu'ils ont baigné là-dedans, on leur a toujours dit vas-y, nos limites, il n'y a pas de problème, on s'en fout. Et donc ils continuent, c'est compliqué de changer de manière de faire à 80 balais, c'est dur. Hein. Et puis il y a une autre partie, je regarde mes parents, mon père, la seule fois qu'il a pris l'avion, c'était au service militaire, et ma mère, la seule fois qu'elle a pris l'avion, c'est quand elle a été rapatriée d'Algérie. Voilà. Donc je ne suis pas persuadé que des gens comme ça, ils aient eu un impact énorme sur la situation actuelle. Ils ont forcément participé d'une manière ou d'une autre, mais toute petite échelle. Donc voilà, seul on fait rien. Seul on fait rien, c'est le tout. Et donc il faut garder ses engagements, continuer à essayer de convaincre petit à petit. Il faut avoir un travail de fond. Du collectif. C'est force du collectif. Oui. Je continue, je persiste à garder foi en l'être humain. Des fois c'est dur, mais des fois c'est dur. Mais voilà. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis dans ton épicerie. C'était super intéressant. Ça va nous aider à réfléchir pour la suite.